Donc, j'espère que vous avez apprécié la première vidéo. Donc on va voir maintenant la suite de cette présentation et on va commencer par voir la méthode d'évaluation. Donc la méthode d'évaluation, elle a été mise en place par le référentiel et donc ce référentiel est disponible sur le site www.bâtiment-énergiecarbone.fr. Et cette méthode, issue du référentiel, elle va combiner une évaluation de la performance énergétique, comme on connaît aujourd'hui avec la RT 2012 notamment, et une évaluation de la performance environnementale. Et donc ça, c'est la grande nouveauté de cette réglementation donc environnementale et plus réglementation thermique, puisqu'elle ne se borde plus à l'aspect énergétique, elle va également sur l'aspect environnemental. On va ajouter en plus à cette évaluation une évaluation économique qui va venir compléter les évaluations du référentiel et une évaluation de la durée d'inconfort d'été statistique que l'on appelle la DIES et qui vise à remplacer le fameux TIC ou la TIC que l'on connaît sur la RT 2012 ou la RT 2005, etc. et qui n'était pas franchement représentative du confort intérieur des bâtiments. Et avec les retours d'expérience des bâtiments BBC, on voit bien que c'est l'enjeu, c'est le confort intérieur, notamment l'été. Donc cette DIES est, à l'heure où je vous parle, début janvier 2019, déjà disponible sur la plupart des logiciels de calcul thermique. Les niveaux de performance énergétique, donc je vous l'ai dit dans la première vidéo, ils sont au nombre de 4. On a le niveau énergie 1 et énergie 2. Je les ai regroupés puisqu'ils sont c'est les premiers paliers qui sont relativement faciles à atteindre, on va dire. L'énergie 3 et l'énergie 4. L'énergie 1 et l'énergie 2, donc pour les atteindre, c'est de la sobriété, l'efficacité énergétique, le recours aux ENR, mais ce n'est pas forcément obligatoire, notamment sur la chaleur renouvelable, donc le solaire thermique, le bois énergie, etc., etc., les réseaux de chaleur, et j'en passe. Dans le résidentiel, ça représente entre moins 5 et moins 10% de réduction des consommations par rapport à la RT 2012. Donc on voit que ce n'est pas un effort très conséquent et insurmontable. On va dire qu'en passant par une bonne conception, un bâtiment justement respectant tous les critères du bioclimatisme, on arrive à atteindre assez facilement cet objectif. Pour les bureaux, entre moins 15 et 30% de réduction, donc là l'effort est un peu plus important, et on veillera notamment aux consommations d'éclairage qui sont pour ces usages-là les plus pénalisants ou du moins les plus importants. Pour l'énergie 3, donc on va retrouver toujours cette nécessité d'avoir une sobriété, une efficacité énergétique, et cette fois-ci le recours aux énergies renouvelables pour les besoins du bâtiment paraît pratiquement incontournable. Pour le résidentiel, donc ça représente 20% de réduction des consommations et le recours à 20 kWh par mètre carré par an aux ENR. Donc tout ça, ce sont des moyennes, il ne faut pas le prendre pour argent comptant ou comme une recette magique. Ce ne sont que des indications, ce qui permet de visualiser à peu près les différents niveaux énergie qui existent. Pour les bureaux, donc on serait à 40% de réduction des consommations et un recours aux énergies renouvelables sur 40 kWh par mètre carré par an aux ENR. Enfin, le dernier niveau, donc l'énergie 4, qui est le plus important, lui c'est le bâtiment producteur, c'est-à-dire que la production d'énergie renouvelable elle est équivalente aux consommations non renouvelables sur tous les usages du bâtiment. Donc là on a vraiment ce que l'on appelle un bâtiment BPOS, c'est-à-dire qu'il produit plus que ce qu'il ne consomme. Les niveaux de performance environnementaux, donc là il y en a deux, carbone 1, carbone 2. Le premier niveau, carbone 1, donc les leviers de réduction de l'empreinte carbone sont à répartir entre les consommations énergétiques et le choix des matériaux. Aucun mode constructif ni vecteur énergétique n'est exclu. Donc ce niveau-là est fait pour que, en principe, quel que soit le mode constructif, la façon de le chauffer, etc., tous les bâtiments sont censés
pouvoir rentrer dans le carbone 1 à condition effectivement d'avoir fait attention aux matériaux qui vont le composer de façon à ne pas avoir des matériaux qui sont très générateurs de carbone. Le carbone 2, donc là c'est une ambition renforcée sur le CO2 avec le respect à minima du niveau énergie 1. Pour pouvoir être carbone 2, il faut au moins être énergie 1. Et pour atteindre ce niveau, il faudra renforcer le travail de réduction de l'empreinte carbone du bâtiment en travaillant à la fois sur l'énergie consommée, donc c'est-à-dire avoir un bâtiment performant sur les niveaux énergie qu'on a vu plus haut, donc peut-être être plutôt énergie 3, énergie 4 même, en travaillant, et puis après voir aussi le choix des matériaux. Donc on verra un peu plus loin dans la présentation comment évaluer ce niveau carbone. Vous verrez qu'on a des leviers d'action, ou en tout cas des critères de choix par rapport aux matériaux. Et le bonus de constructibilité, lui, sera octroyé sur la base du niveau 2, donc carbone 2. Voilà, on va voir maintenant la performance énergétique et on s'arrêtera après la performance énergétique. La vidéo suivante sera sur la performance environnementale. Donc, l'évaluation de la performance énergétique, comment elle se passe? Eh bien, écoutez, vous allez voir que ce n'est pas très différent de ce que l'on connaît aujourd'hui. Il y a les consommations énergétiques réglementaires et les consommations non réglementaires. Dans les consommations non réglementaires, on va y ajouter les consommations des ascenseurs, les consommations des parkings et les usages mobiliers. C'est-à-dire qu'on va vraiment compter toutes les consommations. Quand on parle d'usage mobilier, c'est tout ce qui est branché sur le réseau de prise. Ça va être l'ordinateur avec lequel je fais la vidéo actuellement, ça va être l'éclairage, ça va être ma lampe de bureau, ça va être mon ordinateur portable qui est branché, mon téléphone, etc. etc. Donc vraiment tous les appareils qui sont consommateurs d'énergie. Et dans les consommations réglementaires, eh bien, on va retrouver le chauffage, la climatisation, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage, la ventilation et les auxiliaires. Donc toute la partie réglementaire, c'est celle qui est évaluée avec la RT 2012 actuellement. Et les consommations non réglementaires, ascenseur, parking, usage mobilier, ce sont les petits ajouts qui ont été faits par rapport à la RT 2012 de façon à pouvoir calculer la consommation énergétique. Une fois qu'on a cette consommation énergétique, on va donc faire le bilan BEPOS. Pour pouvoir le faire, on va prendre les consommations d'énergie non renouvelable, on va déduire l'exportation d'énergie renouvelable, c'est-à-dire la quantité d'énergie que l'on a produite mais que l'on n'a pas consommée. Et tout ça va donc nous faire notre bilan BEPOS. Pour la consommation d'énergie non renouvelable, les leviers d'action que l'on possède, c'est baisser la consommation et renforcer le recours aux énergies renouvelables. Dans baisser la consommation, il y a la qualité de l'isolation du bâtiment, sa conception bioclimatique pour maximiser les apports gratuits, et également les équipements performants. Et pour renforcer le recours aux énergies renouvelables, eh bien, c'est faire appel au maximum de ce que l'on peut, suivant les cas. Est-ce qu'on peut se raccorder à un réseau de chaleur urbain? Est-ce qu'on peut mettre des capteurs sur le toit, que ce soit des capteurs photovoltaïques ou des capteurs thermiques? Faire utiliser la géothermie, etc., etc., tout ce que l'on connaît en source d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, les possibilités sont très grandes. Sur l'exportation d'énergie renouvelable, l'objectif c'est de promouvoir la contribution du bâtiment à la politique locale de l'énergie. L'idée c'est quoi? C'est à l'échelle d'une ville ou d'un quartier, on va avoir des bâtiments qui vont être à un moment donné producteurs mais non consommateurs, et de l'autre côté des bâtiments qui vont être producteurs mais pas suffisamment, mais qui pourront consommer. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir un maillage au niveau de la production d'énergie de façon à pouvoir répondre et alimenter tout le monde. Le bilan BEPOS, donc vous avez compris, ce sont les 5 usages réglementaires plus les usages spécifiques. Ici, on va avoir maintenant les différentes énergies avec tout ce qui est en rouge. Ce sera du non renouvelable, on va réduire l'énergie non renouvelable. Tout ce qui est en vert, c'est renforcer l'énergie renouvelable en autoconsommation. Et enfin en bleu, en l'export. Donc à l'échelle d'un bâtiment, l'électricité, on va pouvoir
en consommer une partie donc, produite de façon non renouvelable, une partie renouvelable en autoconsommation, c'est le cas si on a des panneaux photovoltaïques, et on va pouvoir l'exporter si jamais on ne la consomme pas. Le gaz, il y a une partie qui est non renouvelable et une partie qui est renouvelable. C'est le biogaz notamment, hein, avec toutes les centrales, les unités de méthanisation que l'on voit de plus en plus. Pour les carburants, donc on va avoir une partie non renouvelable, une partie renouvelable. Donc là, ce sont tous les agrocarburants hein, que l'on considère en renouvelable. On va avoir la biomasse qui, elle, est considérée intégralement renouvelable. Les réseaux de chaud et de froid, donc qui peuvent aussi bien être, suivant ce qu'il y a dans les chaufferies, avoir une part de non renouvelable, une part de renouvelable, et on peut exporter si toutefois on était producteur. Et je prends l'exemple d'une commune qui viendrait construire une chaufferie biomasse. Donc la mairie, elle, serait alimentée, par exemple, si elle héberge la chaufferie, et donc elle pourra exporter le surplus de la production de la chaufferie. Et enfin le solaire, qui lui est entièrement renouvelable. Les coefficients de conversion d'énergie primaire, donc à chaque réglementation, on a un petit peu la valse des coefficients, et on se pose la question, quels vont être ces nouveaux coefficients. Les coefficients que vous allez voir pourront porter à être débattus. Néanmoins, moi je ne fais que vous présenter l'état des éléments qui sont fournis. Donc pour l'électricité, on reste à 2,58 comme on le connaît actuellement. Le gaz reste à 1, les carburants à 1, le solaire passe à 0, le bois à 0, et les réseaux de chaleur à 1 moins le pourcentage d'énergie renouvelable qui constitue la production de ce réseau de chaleur. La production locale d'énergie pour les niveaux énergie 1 et 2, elle est différente par rapport à l'export. On prend le cas ici d'une production d'électricité photovoltaïque avec une consommation électrique donc par le réseau qui, elle, est affectée d'un coefficient de 2,58. On a notre consommation qui est ici, au niveau du bâtiment. Cette consommation, elle est donc déduite de la partie qui est autoconsommée de la production photovoltaïque. On a donc toute cette partie-là qui est affectée du coefficient 2,58. En revanche, pour toute la partie d'énergie qui n'est pas autoconsommée et qui va être exportée, elle sera affectée d'un coefficient de 1. Dans les réglementations précédentes, notamment la RT 2012, ici nous avions aussi un coefficient de 2,58. En revanche, pour les niveaux énergie 3 et 4, on en retrouve toujours notre consommation d'électricité à 2,58 ici, quand on la prend sur le réseau. On vient déduire la part d'autoconsommation, et là, pour l'export, les 10 premiers kWh d'énergie finale vont être affectés des 2,58 et au-delà d'un coefficient de 1. Cela étant pour éviter d'avoir des surfaces trop importantes pour venir, entre guillemets, fausser les résultats. Donc le calcul de l'autoconsommation, vous avez vu que c'était un élément important puisqu'il vient se soustraire de la partie de consommation. Donc il est important d'avoir une bonne évaluation de cette autoconsommation. Aujourd'hui, tout cela est fait, on va dire, forfaitairement. Et à terme, cela va être calculé au pas de temps horaire à chaque heure. Donc le moteur de calcul nous permettra, en fonction du paramétrage du bâtiment, de connaître la consommation de ce bâtiment. Avec les données météorologiques et les systèmes qui auront été saisis, on pourra connaître la partie de production. Ainsi, par différence, on aura toute la partie autoconsommée, c'est ce que l'on voit ici en rouge assuré, et la partie en jaune qui, elle, sera exportée. Pour l'instant, comme je vous l'ai indiqué, l'autoconsommation, elle, est prise annuellement. Et voici les taux qui sont pris en compte dans le calcul pour l'heure. Donc on va voir qu'on a des éléments qui sont différents suivant la typologie de bâtiment. Est-ce que nous sommes en résidentiel et tertiaire d'hébergement, en enseignement hors hébergement et pour les autres tertiaires.
Ensuite, nous allons avoir une clé de tri, une répartition plutôt, suivant les différents usages, donc le chauffage, le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de ventilation, les auxiliaires de distribution et les autres usages. On voit bien ici qu'on a une certaine logique par rapport aux coefficients. On voit que les autres usages, donc ce qui a priori est très consommateur d'électricité, vont avoir une part beaucoup plus importante que le chauffage. Le chauffage électrique étant aujourd'hui vraiment assez marginal, on va dire, mis à part la partie de pompe à chaleur, qui elle est bien sûr toujours sur l'électricité. Mais on va trouver pour le refroidissement, où là on fait toujours appel en principe à une pompe à chaleur, donc un élément électrique. L'eau chaude sanitaire, on voit que sur les autres tertiaires, on a une part importante. L'éclairage, où ici on a 0,55 et 0,60. Et les auxiliaires de ventilation, où on a également une quantité importante. Maintenant, on a parlé tout à l'heure des usages mobiliers, donc tous les éléments qui sont branchés sur notre réseau électrique dans le bâtiment. À la différence du PHPP, l'outil qui est utilisé pour évaluer les bâtiments passivos, on ne va pas en faire une liste de tous ces bâtiments. On va utiliser des valeurs forfaitaires qui nous sont fournies donc pour le moteur de calcul. Ces valeurs forfaitaires, on n'a donc pas la main dessus. Il va donc y avoir, vous allez vite le comprendre, suivant les bâtiments, une consommation qui va être de toute manière fatale. C'est-à-dire que pour une maison individuelle, on considère qu'il y a donc 29 kWh d'énergie finale par mètre carré par an consommée, que le bâtiment soit très performant ou ne le soit pas performant. Si on veut atteindre le niveau BPOS, il faudra de toute manière une production d'énergie qui vienne couvrir ces 29 kWh d'énergie finale par mètre carré par an, en plus de toute la partie énergie, les 5 usages que l'on connaît, chauffage, éclairage, eau chaude sanitaire, climatisation et les auxiliaires. Donc vous voyez déjà qu'on a une part d'énergie renouvelable à produire si l'on vise le BPOS, qui est de toute façon imposé, entre guillemets, par ces valeurs forfaitaires. On ne peut pas dire nous allons être vertueux dans la maison individuelle et consommer moins que 29 kWh d'énergie finale par mètre carré par an. En même temps, cela pose le problème de l'engagement. Il est vrai qu'il faut une méthode qui puisse s'appliquer quels que soient les habitants qui vont être dans cette maison individuelle. Donc voilà les valeurs forfaitaires qui nous sont données suivant les types de bâtiments. Donc on peut les regarder rapidement. En maison individuelle, on a 29 kWh d'énergie finale par mètre carré par an. En logement collectif, nous sommes à 27, légèrement en dessous. En bureau, 26. Ensuite, pour tous les autres, nous sommes inférieurs à 10. On retrouve ici les autres types de bâtiments. Donc on va retrouver pour les plus importants les hôtels, sur la partie jour, 31 kWh énergie finale par mètre carré par an. Et ensuite, on va voir notamment les commerces, donc qui eux sont très consommateurs, notamment pour tous les appareils qui peuvent être branchés. Et puis tout un tas de bâtiments qui eux sont considérés à zéro, donc ça va être la restauration notamment. Donc tous ces bâtiments-là, les établissements sportifs, scolaires également, donc eux ne sont pas, entre guillemets, affectés d'une valeur de consommation d'énergie mobilière. Donc le confort d'été, on a parlé tout à l'heure de la DIES, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Le confort thermique d'été constitue un élément important de la qualité globale d'usage des bâtiments, notamment dans le secteur résidentiel ou tertiaire. Par continuité avec la RT 2005 et la RT 2012, la TIC, donc température intérieure conventionnelle, de confort, est l'indicateur réglementaire. On a pu l'observer que dans certains cas, on avait des valeurs supérieures à 28, 30, même 35 degrés, et pour autant notre bâtiment était réglementaire. On peut donc se poser la question de cette température intérieure de confort. Elle est associée au calcul des nouveaux indicateurs, notamment un indicateur évaluant l'inconfort en été exprimé en valeur absolue. Donc la DIES, durée d'inconfort d'été statistique. La DIES, elle va s'appuyer sur des notions de confort adaptif et de pourcentage d'insatisfaits, et elle va s'exprimer en heures. Le calcul de ces indicateurs seront disponibles à terme via le moteur de calcul fourni par le ministère en charge de la construction, et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure,
C'est le cas aujourd'hui, donc en début janvier 2019. Voilà comment on peut l'expliquer, cette dièse. On va avoir ici une courbe qui va délimiter une zone d'inconfort et une zone de confort. Cette courbe, comment elle est tracée? Elle est simplement une différence de température entre la température moyenne extérieure, que l'on va retrouver ici, et une température intérieure. On ne demande pas à un bâtiment de toujours avoir 25 ou 26 degrés à l'intérieur, même s'il fait 30 ou 35 à l'extérieur. C'est impossible, en tout cas en ayant des systèmes passifs, simplement en se protégeant du soleil. Ce n'est pas un critère de confort absolu. Et donc on va avoir ici une courbe qui va plutôt fonctionner en différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. À partir du moment où on va avoir toujours ce delta de température, on va être dans la zone de confort. Ensuite, il y a des moments de la journée, peut-être en fin de journée, dans un bâtiment tertiaire, on va arriver dans la zone d'inconfort. Cela est dû, par exemple, avec tous les appareils qui vont tourner, les ordinateurs, les lampes de bureau, etc., etc., les machines à café, les photocopieurs, et j'en passe. Tous ces éléments électriques produisent de la chaleur. Il est déjà difficile de combattre les apports de chaleur par l'extérieur, il faut aussi combattre ceux qui viennent par l'intérieur. Il peut donc arriver qu'en fin de journée, on se situe dans la zone d'inconfort. Il va donc y avoir ici une évaluation qui est basée sur la norme NFEN 15251 relative au confort adaptif et sur la norme NFEN ISO 7730. Il va donc y avoir à chaque pas de temps horaire un calcul de fait et il va y avoir des points qui vont être indiqués soit dans la zone de confort, soit en dehors de la zone de confort. Le tout étant de se trouver principalement et en majorité dans la zone de confort. Voilà pour cette vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.